J'aime bien être à l'heure. Alors, je vais commencer à l'heure. Il est pile 10h10 à la seconde près. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va parler d'insectes avec Gemini Cricket. Doit être un cousin éloigné des cigales d'ici. Donc, Gemini, c'est le Large Language Model de Google et de DeepMind, donc notre service, organisation de recherche. Donc c'est un des meilleurs modèles qui existent actuellement sur le marché et qui est assez sympa à utiliser. Et si on regarde historiquement un petit peu tout ce qui était machine learning, etc., ça a toujours été des développeurs Python, des gens qui avaient des doctorats, des PhD en réseau de neurones, etc., qui pouvaient faire quelque chose des modèles de machine learning. Mais aujourd'hui, grâce au LLM, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire juste en appelant une API, en fait. Et donc moi, je suis développeur Java depuis toujours, je suis Java Champion, tout ça. Et du coup, je me suis intéressé, oui, mais moi, je ne fais pas du Python et je veux voir ce que je peux faire avec les LLM en Java. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser Java et en particulier le framework LangChain4j tout à l'heure dans mes exemples de code pour vous montrer comment on peut utiliser et tirer parti de Gemini. Donc voilà, je travaille chez Google, donc c'est pour ça que je parle en particulier de Gemini, mais ce que je vais vous montrer avec LangChain4j s'applique évidemment aux autres modèles également. Donc cette révolution, on va dire, des logiciels type ChatGPT, etc., c'est venu en fait d'une innovation de chez Google. Alors, les large language models, ça existe depuis longtemps, mais aussi large et aussi efficace, c'est assez récent, depuis 2017, grâce à des avancées dans les réseaux de neurones, et en particulier donc dans une architecture de réseaux de neurones qui s'appelle les transformers, et qui ont été, voilà, on a sorti un papier de recherche qui s'appelle Attention is all you need en 2017, je crois. Et après, bien sûr, enfin, là, c'est les innovations de Google, DeepMind, mais il y a tous les autres chercheurs dans différentes entreprises, universités, etc., qui ont permis de faire progresser le domaine. Et juste par curiosité, qui a déjà utilisé ChatGPT? J'imagine qu'il y a pas mal de monde, ouais. Qui c'est qui a déjà essayé Gemini également? Ouais, en général, il y a 3 fois moins de personnes. Donc c'est bien, on peut être innovant et être ceux qui font que la révolution ChatGPT est là et pas être ceux qui ont le plus de succès. Mais bon. Et donc on va parler de Gemini. Alors Gemini, on a mis l'étiquette Gemini un peu partout. Donc il y a Gemini, l'équivalent on va dire de ChatGPT, quand vous allez sur gemini.google.com avec une interface de chat, vous pouvez poser plein de questions. Mais donc il y a Gemini, le modèle en lui-même, le réseau de neurones en lui-même, l'API avec laquelle on peut interroger Gemini quand on est un développeur. Mais il y a aussi Gemini un peu partout. Par exemple, sur Google Cloud, il y a Gemini Cloud Assist. Donc je peux poser une question dans un chat dans la console de Google Cloud en disant ouais, comment je peux faire pour scaler mon cluster Kubernetes? Il va nous guider, il va nous aider. On a aussi Gemini Code Assist. Donc ça, c'est un plugin que vous pouvez installer dans vos IDE comme Copilot et compagnie pour avoir de la complétion de code, un chat pour lui demander ouais, écris-moi tel algorithme. Donc on a mis un petit peu Gemini l'étiquette un peu partout. Donc ça peut être un petit peu confus. Mais voilà, moi je vais me focaliser sur Gemini, le modèle. Et puis là, je peux peut-être vous montrer quand même Gemini, on va dire l'interface graphique, le chat. Alors, je vais utiliser 2 micros, là c'est encore mieux. Je vais vous montrer ici l'interface de Gemini. Là j'utilise Gemini Advanced sur mon compte Corp. Je ne devrais pas montrer le compte Corp normalement après, parce que des fois il peut y avoir des trucs que vous n'avez pas le droit de voir. Mais là je crois que c'est bon, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait demander à Gemini? Qu'est-ce qu'il y a? Alors si j'arrive à taper aussi, oh là là. Qu'est-ce qu'il y a à visiter dans la région, oh là là, j'arrête pas de faire des typos, dans la région de Nice. Et on va voir, donc on lui pose des questions, il y répond, tant mieux. Et puis il a des réponses riches avec des liens, avec des photos, etc., qui devraient apparaître. Voilà, qu'est-ce que je pourrais demander? Bon, voilà, l'arrière-pays niçois, etc. Et quid des spécialités culinaire. Oups, culinaire. Et puis là, pareil, il va nous donner différentes propositions. Les SOCA.
Ça vous dit quelque chose? On en a mangé hier. Et puis saladière aussi, d'ailleurs. Salade niçoise, le pambagna, etc. Et sinon, un truc que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'on peut lui poser des questions donc au niveau de la mise en page, par exemple, il peut nous montrer les avantages et inconvénients dans des tableaux. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Question Java. Donc, tiens, quelles sont les différences entre... On va parler de différentes versions de Gemini, Gemini Pro et Gemini 1.5 Flash. Montre-moi, enfin, ou fais-moi une synthèse dans un tableau, on va dire. Fais-moi une synthèse dans un tableau Markdown. Hop. Et en général, normalement, il fait un beau tableau, avantages et inconvénients, etc. Et après, on peut même exporter sur Google Sheets, si on veut faire quelque chose avec les données. Ou, ah oui, un truc que je n'avais pas montré, ou je vais peut-être le refaire là, avec le guide touristique. Un truc que j'aime bien aussi, c'est... donc, on sait que les LLM ont tendance quand même à halluciner. Et on a un petit bouton, voilà, ici, Google Search, qui va en fait recouper finalement ce que le LLM a généré, mais en regardant sur Google Search les choses qui semblent effectivement présentes sur Google Search, sur des sites web, etc. Donc, ce qui est en vert, par exemple, on en a vu, on va pouvoir trouver d'autres ressources sur le sujet qui confirment que le LLM n'a pas halluciné. Et là, par exemple, Pissaladière, c'est bizarre, c'est orange. Il n'a peut-être pas trouvé... c'est un peu connu quand même, la Pissaladière, mais il n'a pas forcément trouvé de liens qui lui ont paru pertinents par rapport au texte qui a été généré. Mais voilà, donc c'est un premier aperçu de Gemini, et voilà, il fait des bien belles réponses. Alors, je vais revenir sur les slides. Hop, donc Gemini partout. Donc, Gemini est disponible dans différentes tailles. Donc, il y a un gros Ultra Pro qu'on utilise assez souvent et Nano qu'on va retrouver aussi dans certains téléphones, les derniers téléphones Pixel ou les derniers téléphones Samsung Galaxy. Et on a aussi annoncé récemment, alors là c'est dans les dernières versions de Chromium, c'est pas dans la dernière version de Chrome, et c'est disponible sous un flag, etc. Mais on va pouvoir avoir Nano, Gemini Nano, le plus petit modèle, intégré dans Google Chrome. Donc on va pouvoir aussi avoir des expériences locales côté browser, côté navigateur, pour interagir avec un large language model. Et le truc qu'on a annoncé à Google I.O. là il y a un mois ou deux mois, c'est Flash, donc qui est une quatrième, on va dire une quatrième version, un quatrième format. C'est à peu près aussi fort que Gemini 1.5 Pro, mais par contre, il est encore plus rapide et beaucoup moins cher. Donc, à se demander pourquoi utiliser Pro. Mais il y a des fois quelques petites choses qu'on ne peut pas forcément faire avec Flash, qu'on peut faire avec Pro. Mais grosso modo, en général, c'est un conseil pécunier que je donne, mais utilisez Flash, sauf si éventuellement vous voyez que vous tapez des limites quelconques. Donc, Gemini, je n'ai pas parlé encore de ça, mais c'est un modèle qui est multimodal, c'est-à-dire qu'il prend en entrée du texte, mais pas que. Il peut prendre aussi des images, des vidéos, etc. Il est très doué pour le code, il fait du bon code, et en termes de raisonnement, on lui donne des problèmes, etc. Il est capable de raisonner, de les découper en petits morceaux, en étapes, et de raisonner. Et je voudrais vous montrer le côté multimodal. Je switch encore de micro. Alors, je vais d'abord dire ça. Multimodal, donc comme je disais, on peut lui donner pas mal de choses en entrée. Et par exemple, donc avec Gemini 1.5, là on est en train de l'ouvrir en 2 millions de tokens pour la fenêtre de contexte. La fenêtre de ton contexte, en fait, c'est ce qu'on peut lui balancer dans la tête. Pof, prends tout ce texte, prends toute cette vidéo, etc. Et avec 1 million de tokens, et bientôt 2, donc on va pouvoir tout multiplier par 2, on peut lui donner une vidéo d'1 heure et lui poser des questions sur cette vidéo. 11 heures d'audio, on va peut-être pouvoir lui donner les épisodes des Cascodeurs, par exemple, notre podcast préféré. 30 000 lignes de code, 700 000 mots. 700 000 mots, c'est, on peut lui balancer tout Harry Potter, les 7 gros bouquins, il n'y a pas de souci. Et je vais vous montrer alors 2 petits exemples. Là, je vais vous montrer une autre interface. Donc, il y avait Gemini, l'interface pour les utilisateurs et pas forcément pour les développeurs. Là, c'est plus une interface pour les développeurs avec Google AI Studio.
Donc là, je vais effacer ça. Et on peut choisir différents modèles, différentes versions, et y compris Gemma, j'en parlerai tout à l'heure. C'est un petit modèle open qu'on peut utiliser. Et on peut voir là que dans cette version-là de l'interface, on peut déjà utiliser les 2 millions de tokens, ce qui est assez énorme, c'est-à-dire 2 fois tout Harry Potter, quoi. Et je vais prendre 2 exemples. Alors sur le côté multimodal, si vous voulez plus, il est là. Par exemple, je peux lui prendre genre une photo et lui demander, alors je crois que c'est celle-là, je vais prendre une photo, je ne sais pas s'il y en a qui vont reconnaître, on va voir si lui reconnaît cette photo. Et je vais lui demander, elle devrait s'afficher, what do you, d'ailleurs on ne la voit pas s'afficher, c'est bizarre, do you see in this picture, ah si là voilà, what do you see in this picture, et on va voir ce qu'il a reconnu dans cette photo. Est-ce que vous avez une idée de ce que cette photo représente? Là c'est un peu petit, mais... La Bretagne, voilà, très bien. On voit qu'il y a des connaisseurs. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Non, il a l'air de dire que c'est dans le sud de la France. Parce que des fois, il reconnaît, il dit j'avais testé, et normalement, donc c'est une photo qui a été prise à Antibes. Il a bien reconnu que c'est dans le sud, mais normalement, c'est à Antibes. Et des fois, alors quand je l'avais testé dans l'interface, je crois ici. Et il m'avait bien... Bon, là, je ne le retrouve pas, c'était peut-être dans une autre fenêtre. D'habitude, il dit oui, on dirait que c'est Antibes. Donc, multimodal, ça veut dire on peut lui passer du texte et des images. Mais on peut aussi passer... Alors, je vais refaire un nouveau chat. Hop, oui, chat. OK. Et je peux lui passer, par exemple... on va prendre des samples des vidéos. On va prendre, donc il y a quelques exemples de vidéos, parce que là, j'ai pas envie d'utiliser le Wi-Fi pour télécharger une grosse vidéo, mais on peut prendre, je sais pas, voilà, cette vidéo-là, et on va lui demander give me a summary of the video and highlight the key scenes. Je sais pas pourquoi je suis passé en anglais, mais je peux le faire en français aussi. The key scenes of... Ouais, the key scenes, voilà. Et donc là, on va utiliser par exemple une vidéo de 30 minutes, et 30 minutes, ça représente quand même 500 et des bananes, 500 000 tokens, c'est-à-dire la moitié de la fenêtre de contexte. Et là, même dans ce modèle qui a 2 millions, ça représente que un quart. Donc, ce qui fait en vrai, ce qu'il analyse la vidéo en regardant une frame toutes les secondes ou quelque chose comme ça. Il est capable d'analyser aussi même le texte qui s'affiche, l'audio, les tracks audio. Donc il fait audio, vidéo, texte avec un peu de l'OCR en quelque sorte. Et oui aussi, donc là vous voyez que je meuble, hein, parce que ça prend quand même du temps, 35 secondes, parce que plus on balance de choses dans la fenêtre de contexte, évidemment, plus ça prend de temps à analyser et ensuite à expliquer ce qu'il a reconnu dans la vidéo. Donc voilà, bon après, peu importe ce qu'il donne, mais voilà, il nous donne les détails, les scènes, de telle seconde à telle seconde, il se passe ça, etc. Donc c'est ça le multimodal. Bon, je vais l'arrêter, je ne vais pas l'embêter plus. Et, oui, il y a l'autre exemple que je voulais vous montrer, que j'aime beaucoup. Donc vous avez sans doute déjà entendu parler de Retrieval Augmented Generation, mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure de toute façon. Avec Retrieval Augmented Generation, on recherche finalement plus des passages dans des documents, etc. Mais on ne peut pas forcément raisonner de manière plus large. Enfin, je vais illustrer ça directement. Je vais prendre... alors, c'est où? C'est ici. La mission Apollo 11, on peut récupérer le transcript de toute la mission. Donc là, alors il est en PDF, en HTML, etc. Et vous voyez, on a tout ce qui s'est dit entre voilà, Neil Armstrong, Houston, etc. Et donc si je reviens sur l'autre fenêtre, je vais lui donner le transcript. Alors soit PDF, soit HTML, je crois que j'ai les deux. Je vais essayer PDF, pourquoi pas, je crois que je l'avais ouvert. Je vais mettre A11 ou Apollo. Ouais, voilà, ça doit être celui-là. Hop. Donc là, je lui balance le gros PDF de tout ce qui s'est passé. Et je vais lui demander quelque chose qui ne marcherait pas très bien en RAG. C'est at which time code does Neil Armstrong, et pas Louis Armstrong, hein, j'aime bien la musique, mais quand même, at which time code does Neil Armstrong says his famous quote? Des fois, ça marche mieux quand je dis please, alors des fois, je rajoute please, mais on va voir. Normalement, ça marche sans, mais ça m'est déjà arrivé en présentation. Putain, ça marche pas.
Attends, je vais lui redemander, mais en demandant please, et après il me le faisait. Enfin bref. Donc là, c'est pareil, 314 000 tokens, donc c'est quand même un gros document. Et je dis ça parce que le RAG fonctionne pas très bien parce qu'il recherche la phrase, c'est-à-dire il va chercher dans les documents Neil Armstrong, il va chercher famous quote, mais il va pas raisonner. Il va pas dire, ah bah oui, sa fameuse phrase, c'est That's one small step for a man, one giant leap for mankind. Et pareil, est-ce que le RAG, il va comprendre timecode? Nous, on veut vraiment le chiffre du timecode. On ne veut pas le mot-clé timecode. Hein. Et si on regarde donc, dans le log, là, ici, giant, voilà, je cherche. Donc ça, c'est le timecode, c'est-à-dire 4 jours, 13 heures, 24 minutes, 48 secondes. Et on voit même pas écrit Neil Armstrong. CDR, en fait, c'est l'acronyme pour le commandant de la mission, en fait. Et that's one small step, machin, 04 13 24 48. Et effectivement, il a trouvé 04 13 24 48. Il a bien trouvé le timecode. Donc ça, c'est des choses que les modèles qui ont des grandes fenêtres de contexte sont capables de faire et qui seraient beaucoup plus compliqués à faire en faisant du RAG, par exemple, pour faire de la recherche dans des documents. OK. Donc, même si... Alors oui, et puis quand même, je vais être honnête avec vous, hein, on peut faire des choses que le RAG ne peut pas faire grâce à des grosses fenêtres de contexte. Par contre, on voit que la latence, il faut 30 secondes pour 500 000 tokens. Donc, si vous voulez une interface qui a du répondant avec vos utilisateurs, le RAG serait plus rapide, par contre. Et aussi, l'autre aspect, plus vous envoyez de tokens, plus ça vous coûte cher, parce qu'en fait, vous payez aussi proportionnellement au nombre de tokens que vous envoyez. Et donc là, je ne sais pas, ça doit coûter un demi-dollar ou moins, je pense, pour envoyer tout ça. Mais si vous avez plein d'utilisateurs en parallèle, ça peut coûter cher. Donc, à garder en tête, donc à réserver peut-être pour des cas un petit peu plus poussés ou avancés. OK. Alors, donc ça, c'est fait. Donc ça, c'était la vidéo, tout ça. Et donc on a sorti aussi Gemma, qui est une famille de modèles qui est dérivée en fait de Gemini. C'est les mêmes technologies, même type de réseau de neurones, etc. Mais cette fois-ci, au lieu que ce soit un modèle propriétaire auquel on peut accéder à partir dans le cloud ou dans le cas de Gemini Nano, de toute façon, on peut aussi l'utiliser dans le navigateur bientôt. Mais Gemma, c'est un modèle ouvert. C'est-à-dire les poids du modèle de réseau de neurones sont disponibles et on peut faire tourner Gemma en local sur sa machine. Peut-être si j'ai le temps, je vous montrerai quand ça tourne sur mon ordinateur. Et donc, il y a différentes tailles. Donc, il y avait le Gemma 1, et là, on vient de sortir Gemma 2. Gemma 1, il était disponible en 2 milliards et 7 milliards de paramètres. Et là, on vient de sortir Gemma 2, qui est disponible en 9 milliards et 27 milliards de paramètres. D'ailleurs, vous savez ce que c'est que les milliards de paramètres dans les réseaux de neurones? En fait, c'est le nombre de connexions qu'il y a en fait, entre tous les neurones. Donc, ça symbolise finalement la taille évidemment du réseau. Il a des très bons résultats par rapport à la concurrence. Il y a différents modèles qui existent, donc le modèle de base qui blablate sans arrêt et le modèle Instruction Tuned qui est en général celui qu'on veut utiliser, c'est-à-dire celui qui est capable de répondre à des questions. On peut le faire tourner partout, un laptop, dans le cloud, où vous voulez, pas que chez Google, hein, ailleurs si vous voulez. Vertex AI, c'est l'offre de Google Cloud où il y a tous les trucs de machine learning. Et côté performance, donc là, le 2 qu'on a sorti récemment, on s'aperçoit que même en 27 milliards, il a des résultats qui sont même très proches de modèles qui sont beaucoup plus gros, 2 à 3 fois plus gros que lui, comme Llama 3. Et sur le modèle 9 milliards, alors oui, là, il n'y a pas, parce qu'il y avait d'autres comparaisons avec Mistral, etc. Et il est meilleur aussi que Mistral, par exemple. Cocorico, qui est français. Donc un très bon petit modèle à utiliser. Et c'est aussi une famille en soi de modèles, parce qu'on a fait d'autres modèles dérivés, Recurrent Gemma, qui n'est pas un transformer, mais qui est du Recurrent Neural Network, mais inspiré quand même de la même famille de modèles. PalyGemma, il est intéressant parce que c'est un modèle vision, mais un petit modèle vision. Donc on peut analyser ce qu'il y a dans les images, faire de la segmentation, demander ce qu'il y a comme objet dans une image, etc. Et il y a aussi CodeGemma. Donc si vous voulez faire des outils, par exemple des bots GitHub qui analysent le code, des choses comme ça, vous pouvez utiliser un modèle comme CodeGemma qui qui a été surentraîné pour des problématiques de compréhension de code, de génération de code, etc.
Donc après, j'ai parlé de Gemini et j'ai parlé de Gemma. Quand utiliser l'un ou l'autre, ben en fait, ça dépend aussi un petit peu de son use case. Est-ce qu'on a des problématiques, par exemple, de déconnecter, disponible offline, etc. On va peut-être préférer utiliser un petit modèle qui tourne sur sa machine, sur un serveur à nous, etc. Si on a vraiment plus de problématiques, des utilisateurs multilingues, etc., bah Gemini, lui, il connaît, je crois que c'est plus que ça maintenant d'ailleurs, plus de langues parlées. Alors, Gemma, je lui ai déjà parlé en français, il sait parler français, mais il est moins bon en français en théorie qu'en anglais. Donc on dit, ouais, Gemma, c'est en anglais, mais bon, en vrai, il connaît d'autres langues également. Après, ça dépend, si on a des choses un petit peu plus avancées en termes de raisonnement, bah, peut-être qu'il vaudra mieux utiliser Gemini. Voilà, il faut regarder un petit peu en fonction de ces cas d'utilisation, lequel est le plus pertinent, mais voilà, ça vous donne déjà quelques petites clés de choix et de décision. Donc maintenant, on va passer à la partie Java. Donc comme je vous ai dit, moi je suis un développeur Java, je n'avais pas envie de faire du Generative AI qui est super à la mode en Python. J'aime bien Python, hein, mais c'est pas, voilà, c'est pas ma tasse de café. Donc, je me suis dit, donc quand j'ai commencé à regarder le sujet de Generative AI il y a un petit peu plus d'1 an. Moi, j'avais déjà fait du machine learning un petit peu avant, ou un peu comme tout le monde. Je veux dire, pendant nos études, on a tous eu un module de machine learning, certainement. Moi, à l'époque des dinosaures, on n'appelait pas ça l'intelligence artificielle, on appelait ça de l'aide à la décision, parce qu'on était encore dans l'hiver de l'intelligence artificielle. Mais voilà, j'ai fait quelques petits réseaux, des perceptrons, des trucs comme ça. Et puis, j'ai couvert aussi les API un petit peu sur étagère, des modèles de speech to text, de translation, des choses comme ça. Et là, plus récemment, du coup, avec la venue des LLM et tout, je me suis intéressé à ça il y a un peu plus d'1 an. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait essentiellement des choses en Python, parce que les chercheurs qui développent ces modèles-là, ils utilisent Python, ils utilisent des frameworks pour entraîner les modèles qui sont en Python. Et il y a du Python de partout. Mais moi, je suis un développeur Java, je suis têtu, et je voulais voir ce que je pouvais faire en Java. Donc, pas de Python pour moi, juste du Java. On va utiliser Gemini, c'est le but quand même dans ce talk-là. Donc, les LLM sont disponibles, donc soit voilà, sous certains fichiers, et il y a des outils qu'on peut faire tourner en local, etc., pour faire tourner un modèle en local sur sa machine, par exemple Ollama, etc., mais là je ne vais pas forcément trop en parler. Mais sinon, les modèles comme Gemini, les gros modèles, comme GPT-4o, comme Mistral, etc., on peut y accéder, Mistral, on peut le faire tourner aussi en local, mais les modèles de Mistral offerts sur leur plateforme, on peut y accéder au travers d'une API REST ou gRPC, et des fois, nous, on peut les utiliser aussi en gRPC. Et en fait, donc, je vais vous présenter différentes options, mais très rapidement, je vais aller vers Langchain4j. On peut effectivement utiliser les API REST de ces modèles. Donc là, par exemple, je vais envoyer bonjour Gemini, avec quelques petits détails, la température, etc. Et je fais juste un post à cette adresse-là, je lui donne mon projet Google Cloud, la région dans laquelle je veux qu'il tourne. Si je veux qu'il tourne en Europe, par exemple, pour ne pas envoyer mes données aux États-Unis, c'est possible. Donc, je peux utiliser l'API REST. Ok, donc je peux utiliser aussi tous les frameworks qui font, vous savez, du marshalling, etc., du mapping avec des API REST. Ou alors, on peut utiliser le SDK Gemini, parce que, donc au tout départ, quand j'ai regardé le sujet du Generative AI, même côté Google, on avait des frameworks en Python, après on en a eu un en Node.js, mais il n'y avait même pas Java en premier. Et moi, ce que j'ai pas mal poussé aussi en interne pour qu'on ait un vrai SDK Gemini en Java, quoi. J'ai contribué aussi un petit peu au développement du SDK, à la doc, les samples que vous trouvez sur la documentation en ligne en Java, c'est moi qui les ai écrits également. Et ce qui est important, c'est que dans les entreprises, majoritairement encore aujourd'hui, Java est super présent. Donc si on veut intégrer de l'intelligence artificielle, du Generative AI dans les applications Java, dans nos applications d'entreprise, c'est quand même plus sympa d'utiliser du Java. Plutôt que de faire, je vais faire un microservice en Python que je vais appeler ou des choses comme ça. Là, directement, je peux rester sur le même langage.
Donc il y a le SDK Gemini, mais il y a également un framework qui s'appelle LangChain4j. Donc c'est plus une abstraction de plus haut niveau. C'est pas simplement juste pour appeler des LLM. Donc c'est pas que pour Gemini, LangChain4j, on peut appeler tous les LLM qu'on veut, les bases de données vectorielles, etc. Il y a plein de composants différents pour, par exemple, parser des documents, pour les couper en petits morceaux, pour les envoyer, pour calculer des vector embeddings, c'est les représentations sémantiques sous forme mathématique, des mots, des termes, des phrases. Et en fait, donc c'est inspiré d'un framework qui s'appelle LangChain. On a juste rajouté 4j, on a rajouté un peu de Java. Et du coup, ça fait un logo qui est quand même plus joli que le LangChain en Python d'origine. Donc c'est mieux, certainement. Donc moi, je vais parler essentiellement de LangChain4j. Parce que donc je suis aussi contributeur open source à LangChain4j et je m'occupe évidemment de la partie intégration avec Gemini. Donc ce qu'on va voir, là on va enfin passer au code, on va voir des petits exemples, par exemple juste poser des questions-réponses toutes simples, avoir une conversation, donc vraiment faire des questions-réponses qui se suivent. On va regarder le côté multimodal en analysant une image, en demandant ce qu'il y a dedans. On va voir qu'on peut faire des choses comme, donc là c'est les cas d'usage un petit peu plus haut niveau ou intéressants je pense pour les intégrations dans les applications Java, par exemple faire de la classification de texte, on peut faire du clustering, on peut faire plein d'autres choses, mais également aussi extraire des données structurées de données non structurées, parce que si on regarde aujourd'hui, on dit généralement que 80% des données sont non structurées, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 20% qui sont dans des bases de données, des tableurs Excel, des fichiers, je sais pas moi, CSV, JSON, etc., ou XML. Et après, on verra d'autres cas encore un petit peu plus avancés, donc en fonction du temps. Retrieval Augmented Generation, pour, je vous en parlerai plus tout à l'heure. Function Calling, pour étendre les LLM. Et puis peut-être, si on a le temps, Gemma, avec Olama et Test Containers. Non, alors hop, là j'avance un peu trop vite. Alors, je vais reposer ça. Et on va passer à mon IDE, qui doit être par ici, Q&A. On va, c'est quoi déjà le raccourci? Non, je ne fais jamais. Ah si, c'est bon. C'est celui-là? Je ne sais même plus lequel j'ai utilisé. Plus. Ah voilà. Bon, alors là, c'est peut-être un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Je pense que là, vous arriverez à lire. Donc, on va utiliser LangChain4j. LangChain4j, il y a plein de builders pour dire, voilà, je veux utiliser tel modèle. Et là, moi, je vais utiliser le builder du module Vertex AI Gemini. Donc, c'est la Gemini de l'offre Vertex AI de Google Cloud. Et j'ai besoin de configurer ce builder pour dire, voilà, je vais utiliser tel projet. Je vais utiliser je veux utiliser Gemini dans telle région du monde. Et quel modèle je veux utiliser? Là, je vais utiliser Flash, qui marche vraiment pour pas mal de cas d'utilisation possibles. Et après, donc j'ai un modèle instancié, une fois que j'ai appelé la méthode build, et j'ai juste à faire generate, et je lui passe ma question, why is the sky blue? Et on va voir ce qu'il nous dit. Alors le ciel est bleu parce qu'on est dans le sud et qu'il fait toujours beau, ou un truc comme ça, je ne sais pas. Alors, c'est un projet Gradle, donc il y a toujours un peu de temps de démarrage et de blabla de Gradle, mais voilà. Alors là, on a vu la réponse arriver d'un coup. Donc pourquoi le ciel est bleu? Voilà, la lumière du soleil est faite de plusieurs couleurs, et donc c'est la manière de diffracter la lumière, ça s'appelle le Rayleigh scattering. Et vous avez vu la réponse, par contre, elle est arrivée vraiment d'un seul coup. Donc nous, des fois, on préfère quand même, surtout les êtres humains, ils peuvent commencer à lire sans attendre que toute la réponse soit générée. Donc ce qu'on peut faire, au lieu de faire en mode comme ça, j'attends la réponse entière, on peut faire, alors du coup c'est un peu gros, stream QA. Vous allez voir, c'est à peu près la même chose finalement. Donc là, j'ai fait un streaming chat modèle et non pas juste un chat modèle. Donc c'est la version streaming du modèle. Donc j'ai fourni les mêmes informations. Là, s'il y a le nombre de tokens max, je ne veux pas qu'il dépasse ça, mais enfin, ça fera de toute façon le même résultat. Et en fait, il y a, alors ça c'est une nouveauté de la dernière version de LangChain4j 0.32 qui est sortie la semaine dernière. C'est moi qui l'ai contribué. C'est un petit raccourci. Parce qu'en fait, il n'a pas tout à fait la même signature, c'est-à-dire generate, on lui passe la question, mais on lui passe aussi une classe pour faire le streaming qui va recevoir les petits tokens, les petites phrases. Et en fait, avant,
on était obligé d'implémenter une interface comme ça, une anonymous inner class, qui implémentait cette interface-là avec des default methods, etc. Donc c'était assez verbeux quand on voulait faire du streaming avec LangChain4j. Mais du coup, bah, là, si je veux le faire en streaming, c'est beaucoup plus simple et aussi court finalement que la version non streaming. Donc si je lance ça, on va voir que au lieu que la réponse arrive, on attend plusieurs secondes, pof, d'un seul coup elle arrive, là on voit qu'elle est générée au fur et à mesure. Donc si on veut faire comme dans les chatbots, il est en train de taper sa réponse progressivement, et ben on peut le faire grâce au fait qu'avec LangChain4j, on peut faire du streaming comme non streaming, c'est au choix. Ensuite, alors c'est lequel que je vous montre après? Est-ce que je commence par multimodal? Ouais, je vais faire multimodal et après on parlera de chat et de conversation. Donc on va réutiliser le modèle chat. Et cette fois-ci, au lieu de passer un prompt, on appelle ça une chaîne de caractères et ma question, je vais utiliser un message, une classe d'un peu plus haut niveau qui est un user message. Et un user message peut être constitué de plusieurs choses, d'images, mais de texte. Donc là, je compose, donc là c'est une photo de chat. Est-ce que je peux cliquer? Voilà, ça c'est la photo d'un chat sur Wikipédia. J'ai une petite pensée pour mon chat qui est très malade et qui est chez le vétérinaire là pendant que je vous parle. Et donc je reviens ici. Donc j'ai la photo du chat et je lui envoie le chat et décris-moi ce que tu vois dans cette image. Et je fais tourner ça. Et en plus mon chat il s'appelle Chouquette, donc il n'y a même pas de problème chocolatine versus pain au chocolat, c'est juste Chouquette. Gentil petit chat. Et donc, on va voir, alors, il y a plein de blabla de Gradle, mais sinon, voilà, on voit la réponse ici. Là, j'essaie de cliquer. Donc, voilà, c'est un chat de type ceci, il est dans la neige, il est white, fluffy, machin. Non, la neige est white et fluffy, c'est pas le chat qui est fluffy. Voilà, il explique même un peu le genre, sa pose ou le focus de la photo, etc. Donc, on peut décrire des images. Ce qui est intéressant aussi, ça veut dire que si on a des applications qui contiennent des images, par exemple, je sais pas, vous avez une application où les utilisateurs peuvent uploader aussi des photos et vous voulez pouvoir chercher sur des photos, vous pouvez faire des recherches finalement sémantiques sur des photos parce que vous pouvez aussi en extraire même éventuellement le texte. Donc ça, c'est plutôt utile aussi. Les images, je vais vous parler aussi de conversation. Donc là, tout à l'heure, enfin, jusqu'à présent, c'était juste une question et j'attends la réponse. Mais on peut faire une conversation. Donc là, on va rajouter quelques concepts supplémentaires. Donc encore une fois, j'utilise Gemini, hein, mais c'est avec LangChain4j, vous pouvez faire la même chose avec d'autres modèles. Alors par exemple, les photos, tous les modèles ne sont pas multimodaux, mais en tout cas, Gemini, il l'est. Donc là, je reprends encore mon chat modèle. Pareil, je le configure de la même manière, mais je vais rajouter des nouvelles choses là. On va utiliser une chat memory, c'est pour garder le contexte de la conversation et de le garder aussi par utilisateur. Parce que si vous avez une application multi-utilisateur, multi-tenant, etc., vous voulez que chaque utilisateur ait sa propre conversation avec le modèle. Donc là, je dis, ouais, garde-moi les 20 derniers messages en mémoire. Parce qu'en fait, en vrai, les LLM, ils sont stateless. C'est-à-dire que quand on a une conversation, quand on a un chat avec un LLM, à chaque fois, on envoie toute la conversation. Première question, première réponse. Ah, deuxième question, deuxième réponse, on envoie tout à chaque fois. Donc ça peut prendre pas mal de tokens au bout d'un moment dans une conversation qui est assez longue. Donc l'idée, c'est en général, la conversation, c'est surtout les derniers messages qui comptent dans la conversation. Donc on se dit, voilà, je limite ça à 20. Donc j'ai créé une mémoire. Et ensuite, on va introduire le concept de AI Services. C'est ce qui va permettre de composer différentes choses ensemble. On va composer un language model, donc Gemini, et on va composer aussi la mémoire des messages. Et tout ça, on dit, ouais, mais alors ça, moi, je veux avoir une interface que je puisse utiliser pour interagir avec cette combinaison de modèles de mémoire, etc. Et éventuellement d'autres choses, on en verra des exemples tout à l'heure. Et pour ça, je définis l'interface que je veux utiliser. Mon interface est toute simple, c'est ça prend un message en entrée, ça prend un message en sortie. Et donc là, je vais faire une suite de questions-réponses. Bonjour, comment s'appelle le pays où est située la Tour Eiffel? Et ensuite, combien il y a d'habitants dans ce pays? Donc on voit qu'il y a la notion de conversation, parce que chaque
question est quand même dépendante de la précédente. Donc on va exécuter ça. Hop, run. Et on va voir ce qu'il nous dit. Alors, il va nous dire « Bonjour, ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et il va nous dire quoi? Il va nous dire, voilà, où est-ce qu'est la Tour Eiffel? Et bien, la Tour Eiffel, elle est située, vous l'aurez deviné, en France, en particulier dans une ville qui s'appelle Paris. Et du coup, quand je lui pose combien il y a d'habitants dans ce pays, il sait que la conversation, c'est à propos du pays, la France. Et en France, voilà, il y avait à peu près 67 millions d'habitants en 2023. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire des chatbots, des conversations avec un LLM comme Gemini. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Ah ouais, je crois que je vais vous montrer Structured Prompt. Ouais, si, je peux vous le montrer aussi. Ouais. Donc celui-là, il y a aussi des annotations, des choses qu'on peut faire qui sont intéressantes avec LangChain4j. Donc on peut définir des prompts, mais qui sont structurés, et structurés aussi à base de classes, de records, de choses comme ça. Donc là, je vais refaire un chat modèle, et par contre, je vais créer un prompt, mais qui vient de cette structure de données-là, c'est-à-dire, là, je veux un système qui me permet de créer des recettes pour voilà, un type de plat, de dessert, de salade, etc. Et il faut préparer la recette avec une liste d'ingrédients. Et donc, j'ai vraiment des objets très structurés, type safe, en Java, pour manipuler et pour interagir avec mon LLM. Tout à l'heure, quand on faisait le chat, on passe du string, on retourne du string, mais en fait, on peut aussi retourner des objets plus compliqués. Et donc là, dans cette approche-là, c'est ce que je fais, j'utilise des prompts dérivés de records, et donc je crée un record là qui dit, voilà, je veux créer une salade avec des concombres, de la tomate, de la feta, etc. Et ça va me créer un user message qui va correspondre, en fait, c'est une sorte de template de chaîne, il va remplacer les variables, les placeholders, là, avec les bonnes valeurs qu'on va lui passer quand on va construire notre record. Et donc là, si j'appelle ça, je crois qu'il faudrait que je fasse les petits raccourcis, voilà, c'est CTRL-SHIFT-R, ouais. Ouais, je ne sais plus trop comment il fait. D'ailleurs, la sérialisation, c'est une bonne question. Ouais, il doit utiliser la méthode toString. Donc, si tu lui passes la liste, peut-être qu'il va te la passer avec les square brackets, etc., éventuellement. Mais en général, les LLM, ils s'en foutent un peu aussi bien des typos que des caractères un petit peu supplémentaires. À l'objet dish, ouais, il va utiliser la représentation de l'inum en toString, ouais, je crois. Et donc, effectivement, il a trouvé, voilà, vous pouvez faire, alors qu'est-ce qu'il a dit? Une salade, voilà, feta, concombre, méditerranéenne. Il nous donne la recette, les instructions pour la préparer, etc. Un autre truc que je trouve, non, je vais vous montrer ça justement après. Ce que j'aime bien aussi, c'est que, donc je vous disais, ce qui est intéressant quand on est développeur Java et qu'on va intégrer un LLM du coup dans une application Java, c'est effectivement d'utiliser des objets type safe, quoi, à manipuler, pas juste des chaînes de caractères où on n'a pas envie de reparser le texte après pour en faire quelque chose d'intéressant. Donc, je vais passer à Extract Data. Donc, c'est un petit peu la même idée. Cette fois-ci, donc là, je vais revenir à l'utilisation des AI Services plutôt que d'utiliser les prompt templates. Mais je vais utiliser alors, des nouveautés d'ailleurs de Gemini qui sont toutes récentes. Je vais vous montrer ça, c'est-à-dire, donc là, par rapport à d'habitude, là j'utilise Pro, j'ai mis la température à 0, etc. C'est comment il sélectionne le prochain token pour générer sa réponse. Mais par contre, vous voyez, il y a deux choses intéressantes, c'est que je peux dire que je veux que le modèle me retourne du JSON. Je veux des vrais objets structurés. Et que ce JSON suive un schéma JSON. C'est-à-dire, je veux pas faire un prompt de 15 lignes en lui disant « oui, il faut que tu me génères du JSON qui ressemble à ci, à ça, etc. Voici un exemple. Utilise les clés, machin chose pour me créer l'objet JSON. » Là, je peux lui dire « génère-moi du JSON à partir de ce schéma-là. » Alors, il y a différentes méthodes. Là, là, j'ai créé encore un record. Donc là, l'idée, j'ai oublié de préciser ce que c'était que l'exemple, c'est j'ai une biographie et je veux extraire le nom et l'âge de la personne. Mon but, c'est faire de l'extraction de données. Et du coup, je crée une interface qui dit, voilà, extrait le nom et l'âge de la personne. Voici la bio de cette personne. Ça, c'est mon prompt, en fait. Je lui passe le texte de la bio.
et en retour, je veux une personne. Et il va utiliser en fait ces nouvelles fonctionnalités de marshalling, on va dire, JSON, et de forcer la génération de JSON et qui suit un schéma. Et ça, c'est unique. Hein, il y a des modèles qui permettent de générer du JSON, mais on ne peut pas dire au modèle de suivre un schéma particulier. Donc ça, c'est assez unique parmi les LLM. Et du coup, je crée mon interface, enfin un proxy pour mon interface, personne extractor. Donc je lui passe juste le modèle, la classe que je veux. Je lui passe la bio de la personne. Et quand j'appelle cette méthode-là, eh ben, il va me retourner l'objet personne. Donc en Java, je peux vraiment manipuler la personne. J'ai fait de l'extraction de données. Alors si je fais tourner ça, on va voir, il va m'imprimer Anna, 23 ans. Donc, pof, il se lance, il analyse. Alors, il y a beaucoup de bruit de Gradle, mais voilà, la réponse est ici, Anna, 23. Et c'est effectivement, il m'a retourné ça. J'ai fait sur le record person name, person age. J'ai vraiment un objet type-safe que je peux manipuler. Qu'est-ce que je vais vous montrer après? Ouais, on va parler un stream template. Non, text classification. Tiens. La classification de texte. Un exemple de classification de texte typique, c'est sentiment analysis. Est-ce que ce tweet, ce texte, ce commentaire, cette review est positif ou négatif? L'approche un peu classique, c'est de faire ce qu'on appelle le few-shot prompting, en écrivant dans le prompt, voilà, tu analyses les sentiments, réponds juste avec un mot, voici des exemples. Donc c'est le few-shot prompting, c'est-à-dire en entrée, il y a ça, this is fantastic news, c'est positif. Pi, ça vaut 3,14, bon, c'est neutre. Hein. Et j'aime vraiment pas les pizzas, surtout qui mettrait des ananas sur une pizza. Donc ça, c'est négatif. On est d'accord. Et donc ça, d'habitude, c'est cette approche-là. On fait une sorte de template et on dit, ah ben là, tu suis le même format textuel. Voici l'input. Et toi, modèle, tu dois écrire à la suite de output pour me répondre positive, neutral ou négative. Donc là, si je le fais tourner, donc je crée le template. Et je remplace finalement ce placeholder texte par la valeur I love strawberries et j'attends une réponse. Donc là, je vais quand même l'exécuter, mais vous allez voir deux fois la sortie et vous allez voir pourquoi, parce que je propose une autre approche pour le faire également. Donc là, il écrit positive et positive, ce que je lui ai envoyé deux fois, parce que j'ai écrit d'une autre manière également. L'autre approche, c'est peut-être un peu plus structuré finalement, c'est en fait d'utiliser le fait qu'on peut envoyer toute la liste de chats au modèle et on peut, au lieu d'envoyer juste un prompt et obtenir la réponse, on peut faire comme si on avait une conversation, c'est-à-dire que je crée cette conversation artificiellement, je mets une instruction système pour dire, voilà, toi tu analyses le sentiment, tu réponds avec un seul mot, etc. Voici des exemples. Donc je fais comme si un utilisateur avait envoyé le message « This is fantastic news » et je fais comme si le LLM avait répondu positif. Je construis artificiellement cette discussion qu'on n'a pas vraiment eue, mais le LLM va continuer sur le même format. Et du coup, je lui donne un dernier user message « I love strawberries » et il va me répondre voilà, c'est positif, parce que tout le monde adore les fraises. J'espère. Moi, j'adore les fraises. Donc ça, c'est une autre manière de faire du few-shot prompting de manière un petit peu plus structurée en Java. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, donc RAG et function calling, il faut vraiment que je vous montre au moins ça. Alors, le RAG, alors moi j'ai d'autres démos un peu plus jolies, mouf, genre, par exemple, j'ai cette appli-là, je me suis dit, je vais faire du RAG sur la documentation du langage Apache Groovy, vu que je suis le cofondateur du langage. Il y a 20 ans déjà. Par exemple, can you implement Java Records in Groovy? Donc je me suis fait un chatbot, mais qui va chercher des réponses dans la documentation de Groovy. Et donc en général, il va me dire oui. Et voici comment on fait. Pof, pof, pof. On peut utiliser le mot-clé record, donc c'est exactement comme en Java. Hein. Bon là, il a été un peu créatif, il a rajouté des annotations spéciales de Groovy, mais il n'y en a pas forcément besoin. Et je peux lui demander, c'est une conversation, je peux lui demander du coup, toujours en utilisant RAG, en cherchant dans la base de données de la documentation de Groovy, mais je peux aussi dire, en fait, génère-moi du code. Donc par exemple, show me an example of a record in representing the schedule of a conference. Take as an example the
Riviera Dev Event. Et on va voir, il devrait me générer un record qui va bien. Donc, il va revoir dans la documentation les records et aussi en fonction de ce qu'il y avait quand même dans la discussion. Et effectivement, il a créé un record, Riviera Dev Schedule. Alors, apparemment, il y a des talks sur Groovy, hein, je ne sais pas si on vous l'a dit. Parce que dans la documentation de Groovy, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Du coup, ils pensent que toutes les conférences, il doit y avoir du Groovy dedans, j'imagine. Bref. Et donc ça, comment on peut faire quelque chose comme ça? Alors, je vais repasser au slide pour quelques explications. C'est par ici. Le RAG, comment ça fonctionne en vrai? Donc ça, c'est mon exemple. En fait, il y a plusieurs parties. Donc ce qu'on veut, en fait, les LLM, ils n'ont pas forcément le savoir sur tout et n'importe quoi. Ils savent plein de choses, mais ils n'ont pas forcément les dernières informations, ce qui s'est passé dans les news ou autre, ou toute la documentation de Groovy. Bon, peut-être qu'il l'a déjà vu quand même, je ne sais pas. Mais là, on va prendre la documentation de Groovy, on va la découper en petits morceaux, et on va créer ce qu'on appelle des vector embeddings. Pareil, on va utiliser des endpoints spéciaux des LLM pour faire ça. Les vector embeddings, c'est un grand tableau de nombres flottants qui représente mathématiquement la sémantique du texte. Donc on va avoir, pour un bout de texte, on va avoir un vecteur. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les phrases qui sont similaires sémantiquement parlant, elles ont également le même vecteur, la même valeur mathématique. Et ils sont proches, ces vecteurs-là. Et donc on va stocker dans une base de données vectorielle le texte et sa représentation vectorielle. Donc ça, c'est la partie ingestion, où on ingère les données. Et après, il y a la partie retrieval, où quand on fait les requêtes, donc on a notre utilisateur qui va dire « Ouais, comment on fait des records en Groovy ?» Et bien, il passe, donc il y a le prompt qui passe par notre application, qui appelle le LLM, et on va faire le même truc, c'est-à-dire qu'on va calculer la représentation vectorielle de ce texte, et on va chercher dans la base de données vectorielle les vecteurs qui sont proches. Et si les vecteurs ont une distance où ils sont similaires, ça veut dire qu'en fait, ils sont liés sémantiquement parlant. Et en général, la question et la réponse, le même texte de la question et le texte de la réponse, en général, ils sont proches, ils ont des vecteurs qui sont assez proches dans l'espace. Et du coup, l'idée de RAG, c'est qu'on va aider le LLM en lui disant, ben voilà, tu es un expert, par exemple, dans la documentation de Groovy, dans le langage de programmation. L'utilisateur m'a posé la question suivante, on insère la question, et tu dois baser ta réponse sur les extraits de la documentation que je te donne. Et en fait, notre application va récupérer dans la base de données vectorielle, par exemple, les 3 meilleurs résultats qui sont les plus pertinents, les vecteurs qui sont les plus proches de la question. Et ensuite, du coup, le LLM, il va baser sa réponse là-dessus et il va pouvoir répondre à l'utilisateur. Et je vais vous montrer ça, du coup, sur un exemple un petit peu plus simple que l'application Groovy. Donc, RAG, oui, j'ai déjà ouvert. J'ai fait, donc j'ai un document fictif, où est-ce qu'il est ouvert? Je crois qu'il est par là. Donc par exemple, là, on a pour les besoins de démo, on a inventé une marque qui s'appelle Symbol, qui fait des voitures, et une voiture qui s'appelle Symbol Starlight. Donc si je demande à Gemini des questions sur la voiture, si je demande, ouais, ou je vais pas le faire, vous allez me croire sur parole. Si je lui pose des questions sur cette voiture Symbol Starlight, elle n'existe pas. Donc forcément, un LLM, il peut pas me répondre, bah oui, je sais ce que c'est que cette voiture-là. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais donc la partie ingestion. Je vais lire le document PDF là, qui est disponible sur GitHub. Je vais créer, donc là c'est un autre modèle, c'est pas un chat modèle, mais c'est un modèle qui permet de calculer des vecteurs embeddings. Donc là je vais utiliser text embedding 04. Et je vais faire quoi? Je vais créer une base de données vectorielle qui va contenir mes vecteurs. Alors on peut utiliser, là j'utilise une petite base de données mémoire qui fait partie de LangChain4j, mais je pourrais utiliser Elasticsearch, etc. Puis il y a plein de bases de données qui ont le support vectoriel d'intégrer. Et je vais faire quoi? Je vais faire l'ingestion, c'est-à-dire que je vais regarder les documents, la documentation et couper en petits morceaux ma documentation, des bouts de 500 caractères, un petit overlap de 100 caractères. Et ensuite, je vais faire ingest, et je lis ensemble la base de données, le modèle, les documents, et ça va stocker automatiquement dans la base de données vectorielle les bouts de documentation et les représentations vectorielles. Et voilà enfin la partie retrieval, où l'utilisateur va poser des questions. Donc cette fois-ci, j'appelle bien Gemini. Je lui donne
Donc on va lui donner plusieurs choses. Là, on va encore réutiliser AI Services, on va composer des choses ensemble. On va composer donc un modèle, évidemment, mais on va composer aussi un retriever qui va lier la base de données vectorielle avec le embedding model pour qu'on puisse poser les questions et avoir leur représentation vectorielle et les comparer à toutes celles qui sont stockées dans la base. Encore une fois, je crée une interface pour pouvoir poser mes questions et je combine tout ça ensemble, le modèle, une mémoire de discussion, le retriever pour récupérer dans la base de données vectorielle. Si je veux, je peux même customiser le prompt qui va bien, c'est-à-dire, voilà, tu es un expert dans les voitures, voici la question d'utilisateur, réponds en te basant sur le contenu de la base de données vectorielle. Et du coup, par exemple, là, je lui ai demandé c'est quoi la capacité d'emport de la voiture, c'est quoi le numéro d'assistance, etc. Est-ce qu'il y a des kits spéciaux dedans? Et je vais faire tourner ça. Donc, il y a les deux phases qui vont tourner. Normalement, c'est fait de manière décorrélée, c'est-à-dire on prépare la base de données vectorielle et après, on fait autre chose. Là, je fais tout dans le même exemple. Donc là, j'ai découpé mon petit PDF en petits morceaux et après, je peux poser mes questions et effectivement, il répond par rapport à ce qu'il y a dans le PDF. Donc, on peut vraiment poser des questions sur de la documentation interne, la documentation, enfin, des données de vos clients, etc. Pas des choses qui sont disponibles sur Internet. Donc, vous allez pouvoir étendre le savoir grâce à ce qui est dans vos documents à vous et qui n'est pas du savoir qui appartient au LLM. Et donc voilà, bon, il y a toutes les questions, il a bien répondu aux questions, il y a un kit de réparation, etc. Donc ça, c'est cool, mais c'est, on va dire, plus basé sur les données. Il y a un autre truc, oui, voilà, je vais juste finir vite fait sur, je finis quand même juste ça, sur le function calling. Donc on a vu, RAG, c'est plus l'approche base de données, mais si par exemple on veut poser des questions, par exemple quelle est la valeur de l'action Google en ce moment, c'est des données real-time par exemple, ou quel temps va-t-il faire demain, bah, ce serait bien, si on veut que notre application qui utilise un LLM puisse répondre à ce genre de questions, peut-être que ce serait bien d'intégrer finalement des API externes à notre LLM, au-delà des données qui sont dans une base vectorielle. Donc c'est une autre approche, c'est plus une approche où on appelle des services. Et comment ça se passe en fait? Donc je vais prendre l'exemple de la météo. Si je demande à Gemini quel temps, alors dans l'application, l'interface web de Gemini, lui, il sait déjà interagir avec des services externes, mais le modèle lui-même ne le sait pas. Donc, je vais demander à Gemini le modèle, quel temps il fait à Nice. Bah, il va me dire, je ne sais pas, je ne connais pas moi la météo, je ne sais pas quel temps il fait. Et en fait, on a le function calling, en fait, c'est le fait de dire à un modèle que voici la question, mais peut-être que si tu ne sais pas répondre, il y a des fonctions qu'on pourrait appeler qui pourraient t'aider à répondre. Et justement, d'ailleurs, il y a une fonction qui s'appelle getWeather et on lui passe la localisation et il peut donner des informations météo. Et le modèle, au lieu de répondre du texte, il va répondre à un truc un peu structuré. Il dit ah ouais, bah là, moi, je n'en sais rien. Si tu pouvais appeler pour moi getWeather Nice, peut-être que je serais capable de répondre à la question. Et du coup, nous, intégrateurs du LLM, on va faire cette appel. Ce n'est pas le LLM qui appelle, hein, c'est toujours l'intégrateur. Donc, vous êtes toujours en contrôle de ces appels externes vers des services externes. On va appeler l'API, on récupère le résultat. Ah, il fait beau. Et du coup, on envoie la réponse de l'API à Gemini. Et Gemini, ah, ça y est, ça répond à ma question. Du coup, je vais pouvoir dire, eh ben, à Nice, justement, il fait beau. Donc là, je vais vous montrer la version simplifiée parce que j'ai plus de temps. J'étais un peu bavard. Il y a un truc qui est assez génial. Donc, ce back and forth là, dans les deux sens, il se fait de manière transparente. Donc, je crois que c'est celui-là. Voilà. Donc là, j'ai encore créé des objets bien structurés, un weather forecast, parce que j'aime bien manipuler forcément dans mon application Java des objets très structurés. Et j'ai créé un tool, un service qui dit voilà une méthode que tu peux appeler qui s'appelle getForecast. On lui passe la localisation et il va nous donner le temps qu'il fait. Et je retourne à un objet weather forecast. Donc pareil, je crée mon interface de discussion finalement, d'échange. Là, il va me juste retourner du texte, hein, parce que je veux juste l'afficher. Je crée le modèle et je mets tout ça ensemble, le modèle, la mémoire, les outils. Et là, je lui demande quel temps fait-il à Nice ou quel temps fait-il à Nice. Est-ce qu'il fait meilleur à Nice ou à Paris? Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait,
il va être capable, du coup, l'application va être capable d'appeler les outils externes pour répondre à la question. Et là, je pose les deux questions, parce que ce qui est intéressant, en fait, dans ce cas-là, il est capable aussi de se rendre compte que, donc là, on appelle ça du parallel function calling, il est capable de se rendre compte que, ah oui, en fait, pour répondre à la question, est-ce qu'il fait plus chaud à Nice ou à Paris, en fait, il est obligé de poser deux questions en parallèle. Bah, quel temps fait-il à Nice, quel temps fait-il à Paris, pour être capable de comparer les deux. Donc voilà, bon ça c'est un exemple, et c'est fait, donc les appels en arrière-fond, etc., sont faits vraiment de manière transparente. Donc là j'ai plus de temps, donc je vais zapper Gemma, mais j'avais un petit exemple où on pouvait appeler le modèle Gemma également en local, et ce qui était rigolo. Mais donc tout mon code est disponible, j'ai un lien tout à l'heure, sur GitHub, et vous pourrez voir comment c'est fait. Et donc on peut appeler un modèle en local en utilisant Ollama, qui est un truc qui fait tourner des modèles en local, expose une API. Et je l'ai même containerisé dans Test Container. Et il y a une intégration qui permet de faire ça de manière assez sympa avec LangChain4j. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de jeter un coup d'œil à Gemini et en particulier aussi à LangChain4j pour vos intégrations de LLM dans vos applications métiers. Et donc voilà, faites une petite photo de ces liens-là. Donc les slides, ils ne sont pas tout à fait à jour, mais sont disponibles à cette adresse-là. Le code, tous les exemples que vous avez vus là, enfin, il faut que je commit, parce que là, j'ai fait des petites modifications, mais le code est disponible à cette adresse. Et il y a aussi un code lab, c'est-à-dire un tutoriel que vous pouvez suivre par vous-même pour réimplémenter tous les exemples que vous avez vus là. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et je ne sais pas si je peux prendre une question ou deux, ou pas du tout. C'est direct, ouais, ok. Donc, en tout cas, je suis là, n'hésitez pas, je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup et bonne journée.